Hello, salut Marco, salut Jérôme. Hello! Salut tout le Bonjour à, monde. bonjour à tous. Bon bah nous voilà repartis pour un It's Time. Alors on est de plus en plus organisé. Donc là on l'a à peine annoncé le live. Heureusement qu'il était au programme. Donc ouais, la semaine dernière avec Jérôme, on a présenté les nouvelles automatisations qui étaient toutes fraîches puisque la peinture n'était pas encore sèche sur le code vu qu'on était sur le serveur de test. Là, on va aller un petit peu plus loin en vous montrant des cas pratiques. Euh, Et Et puis puis, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous partager des cas, des nouveaux cas d'usage par rapport aux automes si vous avez déjà testé. donc ouais, donc on va parler webhook, on va parler un peu optimisation des automatisations, envoi de mail, et puis Permalien aussi. Permalien, voilà. Le déclenchement, un peu tous les triggers. C'est vrai qu'on, je pense qu'on les voit un peu tous sous des cas concrets, donc ce sera sympa. Donc ouais, donc Jérôme, tu démarres. Ouais, Attends, alors j'ai perdu ton écran. Hop, j'ajoute ton écran, et puis c'est tout bon. je vais échanger mes fenêtres. Hop, pour avoir la vue de l'autre côté. Voilà, nickel. Alors, mon cas, c'est la même table que d'habitude pour les démos. C'est des tables avec des interventions. Et en fait, le but on va créer une autom complet qui sera en lien avec Make pour en fait calculer les distances et le temps de route d'une intervention en fait. C'est un cas que j'ai eu chez un client il y a pas si longtemps que ça, donc ils voulaient un peu voir sur ces interventions les temps de route et tout ça, et ça leur sert aussi pour les payes et tout ça, enfin, pour avoir des informations sur les trajets, etc. par rapport à leur agence et les lieux et les interventions chez leurs clients. Donc, le but de ça sera de créer les champs qui vont bien dans cette base intervention, de créer une automatisation qui envoie un webhook à Make. Make va faire un traitement avec, je pense que j'avais pris Google Maps là pour mes essais, donc je vais rester là-dessus. Un Google Maps pour calculer distance et temps. Et après, je vais faire que j'envoie un autre webhook. On pourrait le faire avec l'intégration TimeTonic, et c'est pour montrer aussi qu'on peut faire comment on a une automatisation, un trigger qui est réceptionner un webhook pour montrer un peu comment ça se marche, comment ça fonctionne au niveau du traitement. Alors, pour ça, dans ma table intervention, j'ai l'adresse qui est déjà présente, donc ça c'est bon. Et là, je vais créer deux champs qu'on va appeler distance, qu'on va mettre en nom pour l'instant, et temps de route. Toc. On va mettre en nombre aussi, on verra après avec ce qu'on veut faire d'autre. Alors, déjà, on va voir pour faire notre webhook sur Make. Donc, je vais dans Make, je vais créer un nouveau scénario. Pour ceux qui ne connaissent pas, Make, c'est un outil qui sert à automatiser des tâches, des appels sur TimeTonic, mais aussi avoir de la donnée de TimeTonic et faire des traitements sous d'autres applis, etc. Et puis après les remettre sous TimeTonic, par exemple. Donc là, je vais utiliser Webhook. En fait, Webhook va permettre de réceptionner qu'il y a un nouvel enregistrement et qu'on veut la distance et le temps. Donc je vais créer un nouveau webhook. Je vais l'appeler It's Time distance. Hop, je save. Je prends cette petite adresse qui va nous servir après dans TimeTonic pour l'envoyer. Alors, toc, je vais faire une automatisation. Donc là, la visu des nouvelles automatisations. Donc je vais ajouter une automatisation. Je vais déjà le renommer. Envoi. Jérôme, t'arrives Ouais. peut-être à zoomer un petit peu plus sur ton écran? Ouais, je suis déjà un Ouais, truc. je sais pas.
sais pas si ça change pour tout. Ouais, si, ça a l'air. On va voir. Hop, je vais faire comme ça. Donc, envoi du webhook à make pour la distance. Je vais marquer ça comme ça, hein, c'est juste pour aller vite. Toc. On va prendre un webhook, on va prendre une modification d'un champ qui va être là notre adresse, on va dire, dès que l'adresse elle est remplie. Je vais mettre quand même des conditions pour pas qu'il se déclenche n'importe quand. Donc ces conditions, on va mettre que le champ adresse n'est pas vide, que le champ client aussi est sélectionné, juste pour dire. Et puis voilà, pour la démo, on va dire ça va suffire. On pourrait mettre d'autres contrôles, mais là, il n'y a pas vraiment besoin pour la démo. Et donc là, je vais faire, dans les nouvelles actions, appeler une API ou un webhook. Donc, ce qui va permettre de prendre le webhook qu'on avait sur Make, de mettre l'adresse ici qu'on a dans le webhook. Donc là, on l'avait là directement dans l'appli Make. Et on va envoyer les propriétés qu'on va appeler ID. Je ne vais pas utiliser, je vais mettre aucune authentification aussi. Je vais mettre ID et puis adresse cible. Hop. Et là, on va mettre nos variables qui viennent de TimeTonic. Donc, on va prendre l'ID de l'enregistrement, qui est le premier champ en fait pour moi, et l'adresse cible qui est l'adresse complète au niveau du client. Donc, on va créer ça. Donc, toc. Alors, attends, parce que là, oui, ça c'est un peu caché. Voilà. Donc là, logiquement, si je fais ça et que je vais mettre quand même ça en route, juste pour voir la réception, qu'on réceptionne bien de notre côté. Hop. Donc là, ça doit envoyer, le Tom, elle a dû se déclencher, envoyer le webhook. Donc voilà. Donc là, on réceptionne bien avec cette nouvelle action TimeTonic, le webhook avec les deux infos qu'on avait mis, c'est-à-dire l'ID, avec l'ID de l'enregistrement qui était concerné et l'adresse. Du coup, ton ID va te servir après pour mettre à jour le record de TimeTonic. Ouais, c'est ça, je me sers de l'ID. Ouais. On peut se servir d'un champ en réception de webhook qui va rechercher, qui est un champ, faut qu'il soit unique, hein, bien sûr, pour qu'il puisse se mettre à jour, je pense, mais c'est une des techniques, ouais, pour la suite. Donc, ensuite, je vais mettre Google, je crois. Google. Bon, il s'est caché, lui. Voilà, il est là. Donc, j'ai pas besoin, je peux juste le faire directement avec les adresses, si je me souviens bien quand je l'avais fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on va mettre une adresse d'origine et une adresse de destination et ça va nous sortir le temps de route et la distance. Donc, l'adresse d'origine, je vais mettre... tiens, c'est quoi l'adresse de TimeTonic ? Je crois que c'est rue de Colmar à Paris. Ou non, c'est pas Paris, c'est à côté. Ouais, Ouais, c'est ça. Hop, je vais mettre ça, tiens. Il devrait la trouver, hein, logiquement. Et puis, là, on va mettre notre adresse cible vers où on a l'intervention en destination. On va faire un petit test. Là, tu n'as mis qu'une seule variable. Tu as rentré l'adresse de départ en dur, mais ça pourrait être une variable également. Ouais, ça pourrait être, par exemple, si tu as une société a plusieurs agences et il faut faire ça suivant les agences concernées, de où ils partent, ou de l'adresse du domicile peut-être du technicien, tout pourrait être possible. On pourrait avoir une variable aussi des deux côtés, quoi, en fait, en destination et en départ. Là, pour la simplicité, j'ai fait comme ça. Donc, on va faire juste un test pour voir si mon Google Maps il marche bien déjà aussi. Donc, t'as pas vérifié qu'il était toujours connecté? Si, j'en suis servi il n'y a pas longtemps, mais bon, les aléas du direct, on verra. On n'est pas à l'abri que ça marche, comme on dit.
Dernièrement, j'ai fait une démo avec une clé Brevo, j'ai vérifié la veille, ça marchait bien, et puis le jour de la démo, la clé avait sauté. Parce que le propriétaire de l'espace l'avait désactivé, il s'est dit, elle sert à rien cette clé. Ok. Trop fort. C'est les joies du live. Ouais. Alors, ça nous renvoie bien une distance soit en texte ou soit en valeur, qui est en mètres, de ce que je vois, et une durée qui est soit en anglais en heure, enfin marquée en heure et minutes, ou soit une valeur qui doit être en secondes, j'imagine. La durée, c'est par rapport à un véhicule par défaut, quoi. C'est ça, non? On peut Ouais, sélectionner le type de véhicule. en fait, tu as Ah oui. travel mode, là, tu peux mettre à pied. Voilà, ça ferait une belle distance, j'imagine. en, en bicyclette. Donc, ouais, tu as les modes que tu peux changer là. Et encore, je pense qu'il y a même encore d'autres options, mais comme c'est juste l'intégration Make, tu as des choix limités. Mais je pense qu'avec l'intégration Google Maps, tu peux aller encore plus loin sur des itinéraires différents, sur des choses comme ça. Donc là, ensuite, deuxième étape, il faut qu'on réceptionne ça sur TimeTonic. Donc là, j'ai montré un cas qui n'est pas le plus pertinent, mais bon, c'est pour montrer. C'est là, on aurait pu le faire avec l'intégration de TimeTonic directement et mettre à jour en recherchant l'enregistrement et en mettant à jour. Mais là, on peut le faire directement avec un webhook qu'on va réceptionner côté TimeTonic. Alors, je vais le faire avec un HTTP. Enfin, moi, je le fais comme ça. Je ne sais même pas s'il y a une autre technique. Non, je crois pas. Non, comment non? HTTP response, ça irait pas. Donc, que je vais envoyer à TimeTonic et que je vais mettre, toc, si je me souviens bien, il faut mettre en comme ça et on mettra nos champs. Donc, on va remettre notre ID. Je vais mettre, c'est pas là, c'est la clé, ça. Je vais appeler ID et je vais mettre notre ID. Ce qui va permettre dans TimeTonic de retrouver le bon enregistrement. On va mettre, j'avais quoi, toc. Ben, si je clique dessus, ça va pas aller. Hop, distance. Donc, je vais mettre la distance pour l'instant en valeur comme ça. Je vais faire, tiens, je vais faire pour simplifier. Je vais faire un round pour arrondir et puis qu'on va diviser par 100, par 1000 plutôt. Comme ça me donnera une valeur en kilomètres directement. Je l'ai mis dans la clé Ouais, encore, ok, bien la sûr. valeur, ouais. Donc, on va mettre distance. Et ensuite, durée. Je vais peut-être le... Hop. Donc là, je vais peut-être pas mettre d'accent. Ouais, les accents, j'allais dire, je Je suis pas sûr que c'est bien. Quand on peut éviter, ouais, Ça évite les aléas. Parce que des fois, les accents, les Ouais. caractères spéciaux, les espaces, en général, c'est vrai que c'est source d'ennui. Donc, on aura la valeur en secondes. Et tiens, je vais créer un autre champ, durée TXT, qu'on va rajouter dans TimeTonic. Et comme ça, on aura le texte juste pour tester avec du texte. Hop. Voilà. Là, il me dit quoi? Il me dit, ah oui, j'ai pas l'URL, c'est normal, parce qu'il faut que je la crée sous TimeTonic. Donc, on va finir côté TimeTonic, donc on va créer une autom. Cette autom, je vais l'appeler réception distance. Je ne peux pas trop compliquer. Hein. Et là, dans les déclencheurs, on a le webhook entrant, qui n'existait pas avant, donc qui permet de réceptionner une information d'un logiciel tierce directement. Donc, l'URL du webhook, il sera, une fois que l'autom, une fois qu'on a validé un peu tous les éléments, c'est là qu'il sera créé le lien. On l'a pas tout de suite, l'URL, on l'aura juste après. Donc, vous inquiétez pas si vous le trouvez pas au début, vous comprenez pas. C'est marqué là, il sera fourni une fois cette automatisation créée. Moi, je vais pas mettre de mot de passe. Les variables locales, c'est en gros les variables qui vont vous servir pour être appelées, que vous allez réceptionner et que vous avez besoin. Donc moi, je vais avoir ID, distance, durée texte.
Hop. Attention, je vais les appeler pareil. Hein, c'est... Hop. Derrière, juste les variables locales, tu peux les appeler comme tu veux, mais par contre, celle à droite, c'est vraiment celle du webhook, hein, c'est ça. Hein. C'est Après, on ça, peut les ouais. renommer éventuellement pour l'usage interne pour la suite. Quoi. C'est ça. Par exemple, celle-là, si on veut l'appeler. Ah, tu vois, les accents, on n'a pas le droit. Et les espaces non plus. Ouais, donc autant que je garde la même appellation là dans mon cas, ça sera parlant. C'est juste si suivant le logiciel, quand on peut pas s'adapter justement à l'arrivée des données, peut-être que c'est un nom en anglais et tout ça, tu peux le renommer en français, etc. C'est vrai que c'est pas mal. Hop, durée. Je crois que je l'avais appelé comme ça. Et distance. Distance. Donc là, on va faire, il y a 3 méthodes d'identification de la ligne. Soit on se dit à chaque réception, on crée un enregistrement, ce qui n'est pas notre cas là. Soit on recherche par l'ID de la ligne. Donc l'ID de la ligne, c'est qu'est-ce qu'ils appellent l'ID? C'est vrai que j'ai même pas regardé encore ça. Est-ce que c'est le raw ID ou est-ce que c'est le... Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Hein. J'ai pas testé, mais pour moi, ça doit être le raw ID, ouais. Ouais, moi je je dirais pense aussi aussi. le RAW ID, hein, parce que Après, c'est vrai que tu le récupères de manière pas forcément directe, ou il faut faire une formule pour l'envoyer, Ouais. ou alors que tes mecs le récupérer pour. Ouais, soit je le récupère sur Mac. Mais là, on va prendre, comme on a un champ unique, on va prendre ça qui est l'ID. Et pour le champ dans TimeTonic, c'est ID de l'intervention. Donc comme ça va matcher ce que j'ai envoyé qui était le bon ID avec l'ID actuelle de TimeTonic. Donc si je fais valider, ouais, si tu fais par la valeur d'une cellule, tu peux mettre, ça peut, enfin, par la valeur d'un champ comme tu as mis, puis qu'il y a des doublons, ça peut faire, ça en met à jour plusieurs ou pas? j'ai pas Ouais, essayé encore. C'est ce que je me je me suis posais la posé tout même à l'heure. question. J'ai pas testé. On testera après au pire. Pas testé On non plus ça. testera. Toc. Oui, c'est à la fin de l'automatisation que j'ai l'URL. Oui, c'est ça. Il faut que je la valide. Donc, on aura nos infos. Et avec ces infos-là, je vais mettre à jour mes différents champs, qui est distance. Ah oui, j'ai pas encore créé l'autre, il faut que je crée. On le créera après. Temps de route. Donc là, on va appeler nos variables locales qu'on a créées. Donc, ah, tu as même les deux en fait. Ah non, ça c'est le champ d'origine. Ah oui, ça c'est le champ webhook. Il y a le petit cycle pour le reconnaître, c'est pas mal. Ah oui, tous mes champs. Comment je l'ai appelé? C'était distance et durée, je pense. Durée, voilà. On va mettre durée en nombre. Et je vais rajouter après durée txt. Voilà. Là, comme j'ai mis créer, il m'a créé le lien, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Là, je vais pouvoir le mettre dans mon champ TimeTonic qui est l'URL de destination qui est sur, en gros, TimeTonic. On va save. Là, je vais save mon truc avant que ça plante. Hop, je l'ai mis en route pour écouter quand on reçoit un webhook, en fait, au niveau de mail, comme ça, quand je vais envoyer, je vais le voir directement. Et là, ce qu'on va faire aussi, ce que j'ai pas fait, je vais créer le champ. Hop, j'ai créé le champ. C'était quoi? C'était temps de route, texte. Juste pour récupérer un champ texte pour essayer. Toc. Et je vais le remettre dans mon automne. C'est quoi? C'est réception. Hop. Et on va le rajouter. Bon, alors là, c'est vraiment le plaisir de jouer avec les webhooks. Hein. C'est ça. Limite, tu sais quoi? Je pense que tu le ferais avec TimeTonic si tu n'envoies pas l'ID. Il faut que tu ailles rechercher le bon enregistrement, machin et tout ça avec mec, que là, en fait, tu le fais en une étape. Ouais, Non, mais au lieu de faire un post sur ton scénario, tu fais un update Oui, un et puis voilà update quoi. TimeTonic. Mais après, c'est pour la démo, c'est plus sympa de faire comme ça. Ça, c'est clair. Après, Ouais, c'était. tu économises des calls API aussi potentiellement. Mm. Mais De toute façon, ouais, les nouveaux triggers webhook, enfin, tous les nouvelles fonctions webhook, t'économises soit des calls API, soit des actions dans Make. Hein. Mm. Make ou N8N ou autre.
Et pour expliquer aussi un cas qui pourrait être sympa, c'est que sur certains logiciels tierces, on peut envoyer des webhooks directement sur événement. Et ça pourrait être l'utilité, ça pourrait être de recueillir directement ce webhook sans passer par Make dans TimeTonic. Donc là, c'est pertinent parce que ça t'évite un outil tierce pour réceptionner le webhook et faire le traitement. Ouais, sur HubSpot, notamment, on peut faire pas mal de choses avec les webhooks. Ça permettrait finalement comme tu dis, de bypasser Make. Moi, j'avais un cas, Ouais, c'était avec Clockify pour la gestion des temps et tout ça. Tu peux envoyer des webhooks comme tu veux et je gérais comme ça un peu. Bon, je le gère avec Make parce que je faisais un traitement un peu spécifique, mais si tu voudrais le gérer directement avec TimeTonic, tu pourrais récupérer les temps, par exemple. c'est vrai que pour des synchros avec des logiciels tiers, c'est quand même pratique. Là, tu parlais de HubSpot, mais avec Brevo, c'est la même chose. Hein. Tu peux synchroniser les contacts, les listes de cette manière. Ah ouais. Après, il faut voir le traitement qu'il y a derrière, comment ça arrive, rechercher le numéro et tout ça. Mais si c'est bien fait, je pense qu'il y a vraiment moyen. Si c'est effectivement juste, enfin entre guillemets, juste mettre à jour un champ ou supprimer un enregistrement, etc., je pense que ça va bien. Mais si tu as du traitement de données, il vaut mieux passer par Make où derrière on a plus la main. En plus, mais c'est vrai que des fois, ça peut bien dépanner. Hein. Ça évite d'utiliser un outil tierce. J'ai pas encore assez utilisé, je sais pas vous. Est-ce que s'il y a des erreurs d'API, qu'est-ce qu'on a comme info, comment ça marche pas, puis c'est tout. On n'a pas plus de news. C'est dans le log qu'on voit un peu ce qui s'est passé. Dans ce que j'ai utilisé, j'ai pas eu d'erreur API dans ce que j'ai utilisé, donc. Non, pareil. Pas encore. J'en avais testé un où j'avais une erreur, il me mettait le code erreur et tout ça, la raison de l'erreur. Parce que j'avais désactivé, j'avais supprimé le webhook ou quelque chose comme ça pour essayer. J'avais quand même un code erreur, etc. Donc, j'avais testé ça rapidement. Mais que tu as eu dans le log de l'automne, du coup? Ouais. Donc là, je vais sélectionner par exemple mon client Infinitech, comme ça l'adresse va se mettre et ça va déclencher le webhook d'envoi logiquement. Hein. Est-ce que je l'avais bien mis? Et tu vois, je l'avais pas remis. Hop, il s'est bien déclenché parce que je l'avais pas mis en route immédiate. Non. Et là, logiquement, voilà. Ah, j'ai pas mis mon temps de route en texte, j'ai dû faire une petite erreur. Mais en gros, j'ai mes 168, je pourrais mettre, c'est ça que j'aime bien maintenant, utiliser ça un peu. C'est quand même plus parlant. Et le temps de route, soit je fais une formule de calcul, ou soit j'utilise le temps en route qui renvoie. On peut imaginer plein de choses, mais c'était juste pour montrer un peu comment ça se passe en réception. Puis on va voir là où ça a bloqué de mon côté, dans les logs peut-être plutôt. Ouais, les nouveaux logs, ils sont cool. Hein. Hop. Ouais, donc on voit qu'on reçoit ça. Il dit les URL, les champs, les variables locales, les champs de la table. Et puis là, tu as ce que tu as écrit avec le. Donc là, c'est peut-être moi qui n'ai pas envoyé sur Make. Ou je ne l'ai pas écrit pareil. Toc. Je voulais voir. En gros, je l'ai appelé comment? Durée TXT. Je regarde que je l'ai bien écrit pareil dans la réception. Ah ouais. Je sais pas où j'ai fait l'erreur, mais j'ai dû faire un. Ah ben, temps de route. Ouais, en fait, tu mets temps de route, oui, c'est celle-là. Oui. Voilà. Ça ira mieux là. C'est là ma petite erreur. Pas se faire avoir par les champs. Ok. Donc logiquement, si je fais ça, je sais pas ce que c'est l'adresse, je sais pas si elle va être trouvée celle-là. Ah si, c'était pas loin, 15 km. 41 minutes. Enfin voilà un peu un exemple pour traiter en émission de webhook vers un autre outil et en réception d'un autre outil.
Donc, après, il y a pas mal d'autres exemples qui pourraient être faits, mais au moins, ça donne un petit exemple dans les deux sens. Je laisse la place à Martial, ou vous avez des questions? Parce que j'ai pas trop regardé le chat. Alors, qu'est-ce que... Hop, Émilie qui dit « Les logs d'automatisation offrent du contexte ». Ouais. Ouais, c'est vrai qu'ils sont quand même drôlement bien faits, et puis sur des automatisations un petit peu plus... avec un peu de logique conditionnelle, etc., on voit bien à quelle étape, par quelle étape c'est passé, etc. Donc, ça, c'est vraiment cool. Hop. Ok, nickel. Donc ouais, la gestion des webhooks comme ça, c'est vrai que pour, comme on le disait tout à l'heure avec Marco également, pour faire des synchros entre des logiciels tiers, c'est beaucoup plus direct. Ça peut s'éviter de prendre Make. Des fois, si tu n'as pas le besoin, c'est quand même un gros plus pour de ne pas avoir un outil à gérer en plus pour ce genre de traitement. Ouais. Donc, alors maintenant, moi, je vais vous parler vous montrer un petit cas, une manière dont les nouvelles automatisations ont pu changer la manière de concevoir les flux, et comment on peut optimiser beaucoup plus facilement et rendre plus lisibles les process avec les nouvelles automes. Donc en fait, c'est un cas qui est assez simple. J'ai des prestataires qui ont chacun un certain nombre de documents. Donc chaque prestataire a ses documents, qui a 3 statuts, conforme, bientôt échéance, non conforme. Et puis, on rebascule le statut du prestataire, il va dépendre en gros, du plus mauvais statut de document. Donc, à partir du moment où un prestataire a un seul de ses documents qui est non conforme, l'ensemble du prestataire passe en non conforme. Donc, ce qui était avant, ce qui était un petit peu pas forcément évident à gérer, c'est qu'on avait automatisé. Voilà. On était obligé de passer. Alors, je ne sais pas si c'est assez gros, ouais, ça a l'air. On était obligé de passer pour chaque changement de statut. Je vérifie est-ce que c'est non conforme. Si c'est pas non conforme, bah, je fais rien. Est-ce que c'est bientôt échéance? Si c'est pas bientôt échéance, je fais rien. Est-ce que c'est conforme? Voilà, donc c'était vraiment en 3 automatisations bien distinctes. Et l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on sait gérer ça, donc avec un flux un petit peu plus poussé en une seule automatisation. Donc la base, c'est simple. Alors, hop, je reprends mes documents. Là, on va dire le transporteur 2 qui a plein de documents qui est ouvert. Donc, on voit effectivement le transporteur 2, il a tous ses documents conformes. Si je bascule, transporteur 2, hop, si je le mets à aujourd'hui, il devrait passer en non conforme. Non? Tu as rafraîchi l'affichage? Date de validité, c'est la date du document là. Là, ta date de validité qui est à gauche, je pense que c'est celle-là. Normalement, elle se calcule. Ah oui. Là, la date de validité, c'est un calcul. Un 10-2025. Hop. Alors, j'ai pris le mauvais document, ça forcément, je ne sais pas pourquoi, contrat de sous-traitance. Parce que la validité, oui, il faut qu'il est de 1 an. Non, je vais prendre un autre truc. Mais pourquoi ils sont tous valables, ces documents? Voilà. Donc là, ça bascule en rouge sur le transporteur 2, et du coup, le transporteur 2, il bascule en non conforme. Donc là, ça permet d'avoir après un Kanban pour voir l'état de conformité. Donc en fait, l'automatisation maintenant, quand elle est optimisée, voilà, il faut que j'aille sur les prestataires. Donc là, je change. En fait, les statuts, je remonte par lien entre les documents et puis les prestataires, je remonte le statut des documents. Donc là, je sais qu'il y a des documents qui sont non conformes.
un document conforme et document bientôt échéance. Là, pareil, il y a du conforme et il y a du non conforme. Et c'est quand le champ là change que je vais changer mon champ conformité qui permet de mettre à jour le Kanban. Donc là, l'automatisation, au lieu d'avoir les trois, voilà. Au lieu d'avoir les 3 automatisations qui se déclenchent, j'ai une seule automatisation, donc qui me dit quand le champ statut des documents est modifié. Donc là, je vérifie mes conditions. Et puis après, bah, j'applique. Si c'est non conforme, je mets non conforme dans conformité, etc. Donc le flux est quand même beaucoup plus lisible de cette manière qu'avec 3 automatisations qui se déclenchent ou qui se déclenchent pas. Et du coup, quand on regarde les logs, on voit aussi beaucoup plus simplement, c'est ce qu'on disait, puis suite à la remarque également d'Émilie, on voit là, ça s'est déclenché, la condition là, elle a été remplie, donc on est passé par le chemin là. Alors, est-ce que j'en ai d'autres? Voilà. Donc, si je prends le log là, là, j'étais sur un document qui est revenu à la conformité. Et on le voit dans le chemin, donc, avec les conditions qui ont été remplies. Et puis c'est beaucoup plus simple d'avoir les 3 automes dans une pour le suivi des flux de travail pour analyser que d'avoir à chaque fois aller voir dans chaque autom pourquoi il n'a pas déclenché ou déclenché. Et d'ailleurs, il y a un truc qui peut être cool que tu montres aussi maintenant, c'est que dans l'historique de modification, côté fiche, on peut voir que c'est une autom qui a modifié la valeur et surtout aller sur l'autom en question. Ça, c'est très utile, je trouve. Ça, c'est vrai. Ouais, exact. Ouais. Et donc là, effectivement, quand c'est non conforme, alors dans le vrai flux, on envoie un mail à l'exploitation qui permet de contacter le prestataire en question pour mettre à jour la conformité. Là, je copie un champ dans un smart text, voilà, qui nous fait un récap, de l'état. Donc voilà, ça fait un smart text avec il est temps de vérifier la conformité, la liste des documents, donc on sait quels documents sont conformes, non conformes. Et puis on peut aller directement sur la fiche transporteur pour voir plus d'infos, avoir le contact, est-ce que je l'appelle, est-ce que je lui envoie un mail, etc. C'est vrai que les smart text maintenant c'est puissant parce que et là, ils ont ajouté une petite nouvelle fonctionnalité, j'ai pas encore testé moi. Enfin, ils doivent où ça va être, je sais même plus. Ah, avec les images? Ouais. Il me semble. Salut Xavier. Est-ce que c'est le seul à pas entendre? En fait, personne n'entend depuis tout à l'heure, ça se trouve. Émilie avait réagi, donc moi elle qui a le son. Peut-être qu'Émilie essaie de lire sur les lèvres, en fait, ça se trouve. Ou alors c'est une IA qui analyse nos lèvres et puis c'est elle qui répond à la place d'Émilie, on ne sait pas maintenant, en fait. C'est ça. Je suis étonné que Xavier ne sache pas lire sur les lèvres non plus. C'est surtout le bot à Xavier. Sur les fiches, attends, c'était le deuxième, dans les modifications, pour montrer ce que tu disais. Voilà, donc là c'est ce que tu disais Marco, on voit le champ conformité de documents a changé, est passé de document conforme à un document non conforme par l'automatisation téléphonique. Et puis ta petite icône comme ça. Là, voilà, puis il y a la petite icône là à côté, toc, qui permet d'ouvrir le log un peu plus détaillé. Ça c'est top, ça. C'est le log, franchement. C'est vraiment top. Ça fait plus même sens d'avoir les logs ici quand tu dépannes, tu vois. Et parce que valeur trouvée dans un ensemble de choses que là tu sais à tel moment ça a fait ça. C'est vrai que c'est puissant là comme ça. Ouais, donc voilà. Je peux regarder. Donc voilà un petit cas très rapide sur une manière de rendre beaucoup plus lisibles les flux, les process, parce qu'en plus, quand on est en représentation visuelle, en termes de documentation, c'est clair, c'est net. Avant, c'est vrai que je ne sais pas comment vous gériez ça, mais c'était un petit peu casse-tête de faire les
un petit peu le schéma du déroulement des automatisations sur des cas avec de multiples conditions. Moi, je me dis, c'est même pour le client, tu peux lui montrer ça, il va avoir plus de facilité à comprendre et voir si ça colle avec son flux métier que de lui montrer une autom qui va être un peu perdu. C'est vrai qu'avant, il fallait faire le schéma, se noter à côté, c'est quel autom qui répond à quelle étape, etc. Là, finalement, on fait le schéma de manière très simplifiée, puis on construit dans l'autom, le flux est à jour, quoi. Ouais, limite, ça fait ta doc, en fait, pour l'autom. Et puis avec la possibilité de rajouter des commentaires, etc. Donc, on repasse plus en vue séquentielle, nous, c'est fini. Ça. On sait même plus ce que c'est la vue séquentielle. Si tu montes ta question. Voilà, la vue séquentielle. Ouais, tu vois, c'est tout de suite moins parlant. Là, c'est moins parlant. Par contre, pour construire l'automatisation, je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile dans cette vue qu'en édition visuelle. Ouais, pareil. Ça ressemble plus à du code pour moi, en fait, derrière, du coup, tu vois, cette vue-là. Voilà, la vue séquentielle, en fait, j'y suis quand je construis l'automatisation, je suis que dans cette vue-là. Par contre, l'édition visuelle, elle me sert plus un petit peu de vérification en prenant un peu de hauteur sur le flux, quoi. Donc voilà, alors là, on parlait de mes automatisations, se termine avec l'envoi potentiel d'un mail. Donc, je fais la passe à Marco qui va prendre la suite. Va-t-il marquer le but? C'est la question. Ouais. Après, moi, je ne vais pas jusqu'à l'envoi d'email, mais voilà. Si je ne suis pas connecté à mail. J'ai des stades de passe décisive à maintenir, hein, Marco. Est-ce que tu vois mon écran déjà? Normalement, je l'ai partagé, mais. Voilà, c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Attends, je vais peut-être l'agrandir un petit peu. Ça sera peut-être mieux au niveau format 16/9. Un petit peu plus gros. OK. Alors, du coup, moi, j'ai un premier exemple de déclencheur d'automatisation qui est nouveau, c'est-à-dire que c'est suite à un clic sur un permalien. Donc ça peut être vachement utile aussi comme déclencheur d'automatisation. Donc, je rappelle, un permalien, c'est un lien du coup qui est fixe, l'URL ne change jamais, et on peut partager via un permalien, par exemple, un document. Dans l'exemple que j'ai donné, on partage un document à quelqu'un. Donc, ce document, il est dans une colonne pièce jointe. Je crée un permalien du coup qui est branché sur ce document, sur cette pièce jointe. Ça me génère une URL, et cette URL-là, je peux très bien lui communiquer, par exemple, par email. Et moi, ce qui m'intéresse dans cet exemple, c'est de savoir quand est-ce qu'il a cliqué sur le lien. Déjà, est-ce qu'il a cliqué sur le lien, premièrement? Et en plus, potentiellement, quand est-ce qu'il a cliqué sur le lien. Alors, pour faire ça, du coup, j'utilise donc une automatisation avec un des nouveaux déclencheurs. Alors, hop, le déclencheur, c'est lorsque le permalien, lorsque le permalien il est cliqué, c'est-à-dire que la personne clique sur le permalien, donc télécharge le document ou le visualise, ça va déclencher l'automatisation. Et du coup, ce que je vais faire, alors dans un premier temps, on va ignorer l'étape 2. La première action que je vais faire, c'est écrire le statut consulté. Parce que j'ai juste un statut. J'ai ajouté une colonne de type sélection simple. C'est un champ statut. Et je vais juste savoir s'il a été consulté. Et après, je veux aussi la date. Et je vais expliquer après pour la partie date. Si je regarde juste par rapport au statut, admettons que je clique sur le lien. Donc là, c'est moi qui clique sur le lien, mais forcément, s'il reçoit le lien, peu importe de la manière dont il reçoit le lien, si on clique dessus, ça déclenche l'automatisation. Donc, si je clique sur le lien et que je reviens ici, donc je vois que le statut est passé à consulter. Donc là, je sais que mon document, il a été consulté. Et j'ai en plus la date à laquelle il a été consulté qui s'affiche. Alors, pour la partie statut, donc là, c'est simple. Je clique sur le permalien, je mets à jour le statut. Si je veux avoir la date, ce qu'on pourrait imaginer en premier abord, c'est de dire, si je veux en plus rajouter la date, finalement, je vais me baser sur un champ last modify. Et ici, par exemple, je vais modifier la valeur de mon champ date, donc date ouverture permalien, et je vais mettre comme valeur la valeur du coup de last modify. En fait, si je fais ça, ça ne fonctionne pas bien parce qu'on va prendre le last modify de juste avant que le permalien ait créé une modification sur le champ. Donc, potentiellement, ça ne sera pas vraiment l'heure exacte à laquelle j'ai ouvert le permalien. Du coup, pour éviter ça, donc là, je supprime ça. Pour éviter ça, ce que je vais faire, c'est que je fais un appel à un webhook. Ça va arriver dans Make. Je vais attendre 2 secondes. Comme ça, je suis sûr que le last modify il est bien à jour.
Donc là, c'est un exemple, mais souvent, il y a des problèmes de synchronisation qui peuvent être de ce genre-là. Je vais attendre 2 secondes. Puis après, du coup, dans Make, je vais réappeler un webhook pour revenir côté TimeTonic. Donc là, c'est un webhook TimeTonic vers Make, et ensuite de Make vers TimeTonic. Donc là, c'est comme ce que Jérôme a montré. J'ai une adresse d'un webhook sur Make, un webhook très simple. Hein, je définis un webhook. J'ai récupéré l'adresse. J'ai un module qui attend 2 secondes. Et après, je vais juste repousser les informations côté TimeTonic. Ici, si je reviens ici, donc là, je déclenche mon webhook. Je lui passe comme champ de la propriété num, je lui passe de dièse et show autant incrémenté, ce qui me permettra d'identifier la ligne de manière unique. Pas d'authentification sur mon webhook. Donc là, ce que fait ça, j'appelle le webhook. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, donc c'est la réception du webhook. Donc là, c'est une automatisation avec un déclencheur lorsque je reçois du coup un webhook, avec juste une propriété qui est l'ID. Et derrière, ça veut dire que je vais pouvoir rechercher ma ligne par rapport à l'identifiant auto-incrémenté que je vais donner. Donc, je vais dire que c'est la ligne dont le numéro dièse correspond au champ ID de mon webhook. Et entre-temps, j'ai attendu 2 secondes. Donc, forcément, mon last modified est bien mis à jour. Ça me permet derrière d'avoir une date d'ouverture qui pas malien, qui est avec du coup date et heure, minute, seconde. Si je voulais juste la date d'ouverture et peu importe en gros l'heure et minute, j'aurais très bien pu mettre quelque part today dedans et ça suffisait. Hein. Je n'avais pas besoin de ce webhook d'un côté et l'autre. Là, je l'ai parce que derrière, je veux mettre le last modified, mais je veux que la last modified soit la bonne valeur. Et du coup, il faut qu'elle ait changé avant de revenir dans TimeTonic. Donc là, c'est un exemple un petit peu tordu, mais qui peut montrer aussi l'intérêt des webhooks entrants et sortants, notamment si on veut différer une action par rapport à une automatisation côté TimeTonic. Alors, ça, c'était le premier exemple. Et le deuxième exemple que je voulais donner, donc ça, c'était alors quelque chose d'assez classique. Je pense qu'on a souvent des alertes à déclencher en fonction d'une date, notamment là, j'ai fait une table très simple, mais on imagine c'est une facture quelque part qu'on a envoyée à un client, on n'a pas eu de réponse ou de retour ou pas de paiement, peu importe. On a défini une notion de date de relance. La date, elle peut être automatiquement calculée ou positionnée à la main, peu importe. J'ai une colonne date de relance. Et quelque part, ce que j'ai envie de faire, c'est d'envoyer un email d'insulte, entre guillemets, très cordial à mon client pour lui dire que le 2 octobre, voilà, je suis toujours en attente de paiement de sa facture, par exemple. Ça, c'est un cas qu'on peut avoir. Là, je ne vais pas aller jusqu'à l'émission du mail, mais c'est vraiment pour expliquer comment on peut faire avec les nouvelles automatisations. Donc, avant, alors je pense que la plupart d'entre nous, je ne sais pas s'il y a d'autres façons de faire qui étaient mieux, mais on déclenchait une automatisation dès que la date du jour elle changeait. Et si on était la date de relance et la date du jour, alors, dans ce cas-là, on déclenche l'envoi du mail. Ça a comme inconvénient, c'est que l'envoi du mail se faisait généralement autour de minuit. Bon, ce n'est pas forcément idéal en termes d'envoi. Premier inconvénient. Et deuxième inconvénient qu'on voit beaucoup plus maintenant avec les nouveaux logs, c'est que si on fait ça, potentiellement, on va déclencher l'autom sur toutes les lignes qu'on peut avoir finalement dans notre table. Alors, si on a des milliers de lignes, ça peut quand même poser problème. Après, si on met une condition comme quoi la date du jour, c'est maintenant, elle n'ira pas plus loin, mais on va déclencher donc beaucoup d'autom. Donc là, pour optimiser ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une vue qui est finalement l'ensemble des factures à relancer. Donc là, c'est simple, il n'y a qu'une seule facture. La date de relance, c'est le 2 octobre, donc j'en ai qu'une. Dans cette filtre-là, j'ai dit, voilà, celles qui sont à relancer, c'est la date de relance aujourd'hui ou après. Je pourrais ajouter des conditions beaucoup plus avancées, ce qui fait que qu'est-ce qui fait en sorte que faut que je relance mon document. Par exemple, le fait qu'il n'a pas été payé, voilà, je rajoute des conditions à ce niveau-là. J'ai les conditions classiques d'une vue qui peuvent être assez complexes. Et après, dans mon automatisation, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, je vais déclencher une automatisation une fois par jour. Donc là, j'utilise un déclencheur récurrent. Je lui dis, c'est tous les jours. À 9h15, par exemple, j'aime bien relancer à 9h15, imaginons. Alors, attention, c'est 9h15 UTC, hein, on a l'heure qui apparaît, donc ça va correspondre. Là, il est du coup 11h51 en heure UTC. Il faut tenir compte de ce décalage-là si jamais on veut envoyer une heure un petit peu différente. Mais là, du coup, tous les jours… C'est pas grave, on se fait piéger une fois, puis on corrige. Voilà, ouais. Tous les jours, ça va déclencher à cette heure-là. Et ce qui est très intéressant aussi, donc là, ça va résoudre le problème de j'envoie mon mail à minuit. Mais c'est que je peux utiliser une vue. Et là, ça veut dire quelque part, ça va me filtrer l'ensemble des lignes sur lesquelles l'automatisation va se déclencher. Donc, en l'occurrence, j'aurai beaucoup moins de lignes sur lesquelles elle va se déclencher. Ce sera beaucoup plus clair, notamment dans les logs. Et là, toutes mes conditions peuvent être incluses quelque part dans ma vue. Et là, moi, ce que je vais faire, alors là, moi, j'ai une automatisation qui ne fait rien. Je mets juste 1 dans le champ description. Mais évidemment, l'action que j'aurais dû faire ici, dans mon exemple, c'était
d'envoyer un email. Je n'ai pas connecté de compte mail, mais voilà, je peux envoyer un email avec un rappel en pièce jointe à la facture, etc. Tout ce qu'on fait actuellement. Mais voilà, l'intérêt, c'est vraiment envoi du mail à l'heure que je souhaite et surtout de déclencher les automatisations que pour la partie concernée qui sont, autrement dit, les lignes qui appartiennent à la vue à relancer, uniquement ces lignes-là. Et c'est vrai que l'utilisation de la vue, c'est top parce que sinon, ça balaie tous les records. Alors, ça compte pas dans les déclenchements d'Autom, mais ça balaie quand même tous les enregistrements de la table. Et s'il se passe rien, il n'y a rien. Mais bon, c'est pas très smart. Voilà, oui, ça comptait pas dans les Autom, mais dans les logs, déjà dans les logs, on voyait que ça s'appelait partout. Après, en termes de performance, on peut imaginer que clairement, si on fait ça, même si ça fait rien derrière, s'il y a des dizaines de milliers de lignes à tester, ça prend toujours un petit peu de temps. Donc autant optimiser les choses. C'est pas grave, TimeTonic a migré ses serveurs, ils sont plus performants, on peut y aller. Ah, c'est pas parce qu'on a beaucoup de puissance qu'il faut s'en servir. Hein. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Hein. Je sais plus quelle pub c'était là, mais. C'est le grand philosophe Pirelli qui disait ça. Voilà, c'est ça, ouais. J'ai essayé d'éviter les dérapages en direct, mais c'est fini là, tu vois, ça y est. Il y a de la trace des pneus. Non, voilà. Donc, du coup, c'est un intérêt et c'est pratique ce déclencheur. Alors là, je l'ai mis effectivement tous les jours. Ça pourrait être toutes les heures si j'ai vraiment envie si je suis vraiment un fou que je veux absolument déclencher tout le temps. Et derrière, toutes les semaines ou une fois par mois. Voilà. C'est un intervalle de temps régulier. C'est vraiment un déclencheur qui peut être assez sympa. Ça peut finir comme ça, Olivier, hein, sur les grosses bases, effectivement. Voilà. Donc ça, pour moi, ça peut être une bonne pratique, effectivement, là, de surtout ne pas scanner toute la table, mais d'avoir juste les lignes en question qui vont être finalement analysées et pour lesquelles l'autom va se déclencher. Quoi. Ouais, c'est bien. Ça, voilà, intéressant. J'avais même pas pensé à la vue. Enfin, c'est vrai que comme je ne l'ai pas encore utilisé dans ce contexte-là, mais la vue, c'est vrai que c'est vraiment top. Je n'avais pas pensé. Mais oui, parce que j'étais toujours frustré de dire, mince, ça va se déclencher sur toutes les lignes, mais on n'avait pas trop le choix de faire autrement. Et là, du coup, c'est vrai que c'est sympa. Et en plus, je trouve que c'est encore plus visuel finalement, parce que le fait que les conditions sont portées dans la vue, ça peut être pas mal. Et potentiellement, même quelque part, ça permet aussi de factoriser. Imaginons cette vue-là peut être utilisée potentiellement dans plusieurs Autom. Et quelque part, au lieu qu'il y ait les mêmes conditions dans chaque Autom, elles vont être finalement stockées au niveau de la vue, quoi, quelque part. Puis après, le client, il peut plus facilement changer les filtres sur une vue que dans une Autom, je trouve. Enfin, Alors, ça peut être bien ou pas bien. Ça dépend des. Ouais, c'est ça. Ça dépend du contexte. Là, quelque part, oui, la vue, s'il peut changer les filtres et qu'il le change, du coup, voilà, ça peut tout casser, entre guillemets. Donc, il faut voir, ouais. C'est ça qui est sympa. Toi, tu es le contrôleur, moi, je suis le destructeur. Ouais, c'est ça, voilà. Moi, je contrôle tout, toi, tu veux tout casser. Je ne sais pas si vous avez d'autres cas d'usage. En fait, il faut mettre la vue plus le filtre. Comme ça, tu es sûr. Ouais, tu peux, hein, effectivement, ouais. S'il y a quelqu'un qui touche à la vue, bon, tu sais. Après, il faut avoir une cohérence entre les deux. Hein. Sinon, par contre, c'est vite compliqué, quoi. C'est pas grave, avec les nouveaux logs tout beaux, on comprend vite d'où ça vient. Oui, je ne sais pas si vous avez d'autres cas d'usage comme ça que vous voulez nous partager avec les nouvelles Autom, si vous avez eu le temps de tester. Émilie, elle les garde pour ses vidéos, c'est cas d'usage. Ah ouais, pas il y en a plein d'autres. Hein, c'est vrai qu'on découvre aussi un peu au fur et à mesure. Alors, est-ce que vous êtes revenu sur des anciennes Autom pour les optimiser un petit peu plus, Jérôme, Marco, ou même Alors, j'ai pas eu le temps pour l'instant, vraiment, honnêtement, non. Il y en a qui méritent, mais j'ai pas eu le temps. Mais je pense que déjà j'ai beaucoup de mails de relance, etc. Ça, il va falloir que j'échange pour les faire à des heures plus convenables et puis un peu mieux voir ce qui se passe et tout ça. Et j'en ai plusieurs aussi. Souvent de la récurrence, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs de récurrence où je vais les rechanger pour qu'ils soient propres. Ce sera beaucoup mieux. Moi, celle à laquelle je pense, c'est plutôt l'appel des webhooks qui avant se faisait par une fausse pièce jointe qu'on écrivait dedans. Il y avait tout un truc par rapport à ça. Donc ça marchait pas mal, mais genre, c'était un peu obscur quand on voyait ce qui était fait. D'une part, et d'autre part, il y avait des inconvénients. Quelquefois, dans la vue admin, là où il y a tous les champs, si on ouvre la vue admin, ça déclenchait le webhook. Donc ça peut être embêtant. Et là, à mon avis, c'est peut-être les premières Autom que je voudrais changer pour appeler justement le webhook avec la nouvelle action, quoi. Je l'ai pas vu ça, que ça appelle le webhook.
ça résout l'URL dès qu'elle s'affiche dans une fiche. Il faut que tu sois dans une fiche et dans une fiche, il va résoudre l'URL, donc il va déclencher le webhook. Alors, en général, les utilisateurs, ils n'ont pas accès à la vue admin, mais bon, si toi, en tant qu'admin, malheureusement, tu ouvres la fiche, ça appelle le webhook. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Ah bah tiens, c'est vrai que dans la vue admin, souvent je reste en vue table, j'ouvre rarement les fiches en vue admin, donc c'est peut-être pour ça que je n'étais pas tombé sur le cas. Mais ouais, comme tu dis, Marco, là, le petit tips qu'on utilisait de copier l'URL dans un document, dans une création de document automatique, ce sera quand même beaucoup plus propre avec les ça évite de créer un champ qui est une fausse pièce jointe, voilà, donc c'est quand même beaucoup plus clair, je pense, à ce niveau-là. Donc je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Non, pas spécialement. C'est bien ces nouvelles automes. Je pense que pour la construction et même pour certaines automes même en place, ça va pas mal aider. Surtout même dans le dépannage, je pense, même pour nous, dans les logs et tout ça, ça va quand même être sympa. Surtout, comme on a vu tout à l'heure dans les modifications, ça peut être beaucoup plus pertinent de retrouver son autom par rapport à l'enregistrement où tu cibles qu'il y a un souci. C'est plus simple à retrouver comme ça, je trouve. Surtout quand on a beaucoup qui se déclenchent. Qu'on voit aussi qui se déclenchent, mais il n'y avait pas les conditions. Ça aussi, ça va être bien au dépannage, je trouve. Parce qu'avant, on ne le voyait pas, le souvenir. Ouais, pas mal d'améliorations, même pour nous. Notre côté un peu dépannage et tout ça aussi. C'est bien qu'il n'y ait pas que le côté fonctionnalité qui se développe, mais qu'il y ait le côté aussi, un petit peu expérience du maker, parce que il y a des choses qui pouvaient être peut-être un peu laborieuses, donc. Là, le clic sur le permalien, ça apporte carrément une nouvelle feature qu'on ne pouvait pas faire avant. Ouais. Pour le coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêt derrière. Après, les webhooks et tout, quelque part, c'est pratique aussi pour nous, mais si je pense au permalien, pour moi, c'est carrément nouveau là. Ouais. Le webhook, on va dire, c'était un moyen détourné qui était vraiment pas propre. Je suis bien content qu'il existe maintenant quand même. Bon. Ouais, c'est quand même plus carré. Non, on a hâte de voir la suite, parce que le problème, c'est que plus on a de nouveautés comme ça, et plus ça nous amène de nouvelles idées sur des nouveautés qui seraient bien de rajouter encore pour améliorer les choses. Après, il ne faut pas aller trop vite non plus, qu'on ait le temps de tester et puis de prendre en main au fur et à mesure, parce qu'après. Ouais, c'est vrai aussi, ouais. On va être dépassé. Après, on n'a plus le temps de faire de la prod, de tester. Et c'est toujours le truc marrant, c'est de l'évolution aussi, et de te dire un projet que tu as fait de telle façon à l'instant T, il y a beaucoup d'améliorations qui pourraient rentrer en ligne de compte pour le projet. Là, j'ai caché un client et je lui ai dit, avec ça maintenant, c'était quand même, j'avais pas les nouvelles formules, j'avais pas les nouvelles automes, donc tu te dis, waouh, la diff. Du coup, ça va, t'es pas trop paumé quand tu reprends de l'ancienne base comme ça? Pas paumé, mais je me dis, putain, comment je pourrais simplifier certains trucs que je fais quand je traite un cas qui a posé souci pour un client dans telles conditions. Je vais le remodifier pour être on va dire, en nouvelle version si je peux. Et c'est vrai que c'est quand même, tu te dis, il y a une grosse évolution quand même pour les makers et puis aussi pour les clients. Ça facilite même pour les clients parce que les automes sont beaucoup plus clairs. Les formules, pareil, ça évite d'avoir X champs. Et on devait décomposer, tout ça, c'était pas très très clair. Et là, au moins, pour moi, je trouve que c'est plus clair. Il y a moins de champs qui servent à rien. Donc, des grosses évolutions quand même, fonctionnelles. C'est vrai que l'imbrication dans les formules, ça a été quand même une petite révolution dans la manière de faire. C'est sûr. On pourrait plus revenir en arrière maintenant. Non, c'est vrai que ça ferait mal. On se débrouille toujours, mais quand tu l'as après, c'est dur de revenir dans l'autre sens. Marco, ça le fait tousser, lui. Ah ouais, tu vois, voilà. C'est rien de penser à revenir en arrière. Non. Puis il y aura la keynote
C'est quoi, c'est fin novembre, non? Un truc comme ça? Le 27, il me semble, non? C'est ça, je crois. Fin novembre, ouais. Donc Le 27. On va croiser certaines personnes. On va préparer notre liste de Noël encore. On pourra déjà dire merci pour les deux listes de Noël entre les automes et puis parce que il y a quand même ça qui a bougé en un an, quoi. Il y a les automes plus les nouvelles formules. Ouais, plus d'autres choses, mais ça, c'est les plus d'autres choses, mais qui était très attendu, quoi. Et je trouve aussi les smart texts, ils commencent à prendre une grande part aussi sur le fonctionnement, on va dire naturel de TimeTonic et comment tu peux t'en servir pour montrer des choses. Et ça commence à être aussi sympa avec ce qu'ils rajoutent petit à petit. Je pense que c'est une sacrée fonctionnalité aussi qui peut aider pour la mise en avant d'informations, etc., ou de l'envoi d'emails. Dans X contexte, c'est super pertinent. Par contre, ce que je trouve, du coup, les smart texts, c'est bien de les utiliser en couplet avec les valeurs par défaut de vue ou de table. Mais je trouve que la gestion des valeurs par défaut des vues et des tables, justement, elle n'est pas forcément hyper fluide, hyper pratique. J'avoue que maintenant, j'hésite à les utiliser, quoi. Et ce qui est dommage, c'est dans le smart text, c'est qu'on ne puisse pas l'éditer en valeur par défaut. Ouais. Tu vois, qu'il n'y a pas un modèle de valeur par défaut qui pourrait être tout le temps appliqué facilement, et c'est tout, tu mets que celui-là, parce que des fois, c'est souvent le cas, tu l'utilises comme ça, en fait. Ouais, c'est rare que tu l'utilises en... Ouais, c'est-à-dire que tu fais plus la distinction entre le modèle par défaut au niveau de la table ou de la vue, quoi. Mais ça peut. Ouais. Bah, de toute façon, à partir du moment où tu as une valeur par défaut sur la vue, ça écrase tout ce qui est sur la table. Ouais, c'est comme ça que j'imaginais, que c'est que ça faisait sous la table et que si tu as besoin d'un truc spécifique, c'est pas sur la vue, quoi. Bon, et du coup, c'est pas forcément évident à gérer. Donc maintenant, je mets tout. Alors, c'est pénible, mais je mets tout sur les valeurs par défaut de vue. Et je mets plus rien sur la table. Mais parce que quand il y a une modification et puis que tu as plein de vues, bah, c'est lourd, quoi. J'ai le cas, moi, avec des gros clients, qu'il y a pas mal de vues différentes et des valeurs par défaut. Puis, des fois, tu mets les valeurs sous la table, mais une fois que tu en as mis un dans la vue, t'es piégé, quoi. En fait, tu dois le gérer, donc quand ça évolue aussi. Donc c'est dommage parce que c'est un truc qui est quand même bien puissant, les valeurs par défaut de vue et de table, mais à l'usage, je trouve que c'est un peu frustrant finalement. Et après, je pense qu'ils ont un gros gap. Le système de vue est super puissant, mais aussi crée des contraintes quand tu es dans l'échelle avec beaucoup à gérer de vues, par exemple. Il y a des challenges, je pense, et peut-être des applications de groupement de vues, de plusieurs vues. Enfin, il y aura peut-être des solutions, mais va falloir il y a des trucs qui se règlent là-dessus pour que ça soit encore mieux, quoi. Après, c'est clair que ce qu'on dit là, c'est le côté, nous, ce qu'on voit utilisateur. On ne voit pas le côté, qu'est-ce que ça implique en termes de code, en termes de gestion de l'infrastructure, de performance, etc. Donc, puis nous, on l'imagine, mais on ne se rend pas compte. Comme quand il nous demande des fois, Jean-Michel, il nous dit comment vous le mettrez en forme visuellement. Et là, quand tu te poses des questions là, tu te dis ah ouais, c'est pas si simple. Finalement, c'est pas mon boulot, je les laisse se débrouiller. C'est trop ça. Bon, je pense qu'on va laisser l'antenne. Je pense qu'il n'y a personne après. Mais... Je sais pas s'il y a du monde derrière. Ouais, là, j'ai pas vérifié. Je crois pas. Je pense pas. Pour un coup, on va pas trop déborder. On s'assagit. Ouais. Il faut dire, les automes, on avait déjà montré la semaine d'avant le contexte, et là, on a montré des cas, donc c'était bien, deux présentations. Tu reprends la main, Sacha, non? Non. Donc, prochaine fois prochaine édition de It's Time, donc le jeudi 6 novembre. Voilà, a priori, je crois que c'est la semaine anniversaire No Code France, tout ça. Donc, on verra. On n'a encore pas réfléchi au thème.
Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les faire savoir. Et puis voilà. Merci en tout cas à tous. Merci Jérôme, Marco, et puis à tous ceux qui étaient là, tous ceux qui vont regarder. Merci à tout le monde. Merci. Et puis à bientôt, du coup. Et puis à bientôt. Salut. Ciao. Salut.